Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle réédition d'une légende urbaine qui s'appelle The Bye Bye Man. Je sais, j'avais déjà fait cette vidéo au tout début de la chaîne. En tant que légende urbaine, c'est toujours une légende urbaine, cela ne change pas. Ce qui change, c'est que je n'avais pas vraiment été dans le fond des choses et parlé de la véritable histoire, etc. Et que là, si je me souviens bien, la vidéo à l'époque devait faire dans les 4-5 minutes, quelque chose comme ça. Donc vous voyez tout de suite la différence quand vous avez cliqué sur la vidéo. Mais sachez tout d'abord, comme ça, on en aura parlé tout de suite, qu'il y a eu un film qui s'appelle The Bye Bye Man, qui a été sorti, si je ne me trompe pas, en 2017. Peut-être l'avez-vous vu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. L'histoire de ce film, en fait, elle a été tirée d'une nouvelle qui s'appelle The Bridge to Bodhi Island, qui a été tirée d'un livre qui recueillait des histoires vraies et qui s'appelait The President the Vampire, écrit par Damon Schneck, qui a été rebaptisé The Bye Bye Man. Dans ce livre, donc dans ce recueil, on peut y trouver une histoire de 3 étudiants, Elliot, Sacha et John, qui vont emménager dans une nouvelle maison et qui vont découvrir un nom avec un message inscrit à l'intérieur d'une petite table de chevet. Ce message dit « Ne le dis pas, n'y pense pas ». Lorsqu'ils disent ce nom à haute voix, ils vont libérer une entité surnaturelle, le Bye Bye Man. Donc voici l'histoire tirée du livre. Maintenant, voici l'intrigue du film tel qu'il a été fourni à la société cinématographique. Lorsque 3 étudiants emménagent dans une vieille maison hors du campus, ils libèrent involontairement une entité surnaturelle connue sous le nom du Bye Bye Man. Il vient les attaquer une fois qu'ils découvrent son nom. Les amis doivent essayer de se sauver tout en gardant secrète l'existence du Bye Bye Man pour sauver les autres du même destin mortel. Alors personnellement j'ai vu ce film et je suis d'un avis assez mitigé sur ce film. Peut-être que je n'étais pas le bon public pour ce film, je ne sais pas. Mais en tout cas moi il ne m'a pas marqué plus que ça. À part vraiment cette histoire de nom sur la table de chevet dont je me souviens très bien. Mais après j'en ai pas non plus un souvenir impérissable si vous voulez. Mais en tout cas, maintenant que je vous ai fait le topo sur le film, parlons de l'histoire vraie qui se cache derrière le film du Bye Bye Man. Car oui, l'histoire s'est vraiment déroulée. C'est une histoire en fait qui s'est passée à l'automne 1990 à Sun Prairie dans le Wisconsin. On y retrouve bien 3 étudiants, et si Schneck s'est permis d'écrire cette histoire vraie dans son livre, c'est puisque un des protagonistes de cette histoire est un ami proche de Damon Schneck. On y retrouve donc les fameux 3 étudiants, John, Elliot et sa petite amie Catherine. Ils vont se réunir pour jouer avec une vieille planche de Ouija qu'ils ont trouvée dans un grenier. En ce qui concerne Elliot et John, ils partagent le même goût pour les films et les livres d'épouvante, les jeux de rôle et le paranormal. Tous deux étaient des écrivains et Elliot se montrait particulièrement prolifique d'ailleurs. Ces histoires avaient tout un point commun, elles étaient toutes sordides. Il était diplômé en folklore, il aimait la culture gothique, les biographies de tueurs en série et c'était aussi un chasseur de fantômes passionné et enthousiaste. Il a d'ailleurs passé de nombreuses heures à traîner dans les cimetières, les maisons hantées et les églises satanistes en compagnie de médiums, wiccans et de sorciers. À son grand regret, malheureusement, il n'a jamais vu de choses inexplicables. John, quant à lui, était un étudiant en philosophie, en mysticisme et il aimait beaucoup les travaux de Joseph Campbell. Catherine était une jeune femme sensible, anxieuse et facilement impressionnable. Elle est décrite par Schneck comme facilement excitable, suggestible et sujette à des attaques de panique. C'est en trouvant cette planche de Ouija que John et Elliot vont amener celle-ci à accepter de participer à leur expérience. Et j'étais d'ailleurs très excitée à l'idée d'utiliser la planche de Ouija. Parce que pour eux, en fait, ils voulaient montrer en utilisant cette planche de Ouija que cela marchait par un effet idéomoteur inconscient. C'est-à-dire que c'était, pour faire simple, ce sont nous-mêmes et donc des micro-vibrations dans nos doigts en fait qui faisaient bouger la planchette et non un fameux esprit. Et que c'était pas forcément des phénomènes surnaturels mais des phénomènes facilement explicables. Cependant, ils ne désespéraient pas et pensaient que peut-être ils arriveraient quand même à communiquer avec l'esprit d'un défunt.
quelqu'un dont il ne saurait rien du tout et dont les détails de l'existence auraient pu être vérifiés par la suite. Comme ça, si c'était pas idéomoteur, ça voulait dire que quelqu'un avait bien communiqué avec eux et qu'il y avait bien une existence de vie après la mort. Du coup, les fameux 3 amis vont décider de mener cette expérience avec la planche de Ouija et ils vont l'utiliser de différentes manières. Notamment en écrivant les réponses au lieu de les dire à haute voix, en jouant les yeux bandés ou dans le noir par exemple, pendant que l'un d'eux a regardé avec une lampe de poche pour enregistrer les réponses qui étaient données. Pour leur première séance, les 3 amis qui pensaient qu'une atmosphère appropriée était nécessaire pour faire venir les esprits décidèrent d'allumer des bougies, puis ils éteignirent toutes les lumières et ils mirent le Requiem de Mozart sur une chaîne stéréo. Dès le départ, ils avaient décidé que John et Catherine utiliseraient la planchette Ouija et que c'est Elliot qui noterait, lui, les réponses sur un cahier. Malheureusement, malgré le fait qu'ils aient fait toute cette mise en scène théâtrale pour attirer les esprits, la planchette est restée désespérément immobile. Après de nombreuses tentatives infructueuses, ils ont des messages qui doucement vont commencer à la parvenir. Cela parlait de nouvel âge, d'amour et de vibrations plus élevées. Puis finalement, ils vont réussir à prendre contact avec certaines entités, et cela assez régulièrement. L'un d'eux se présentait comme étant l'esprit du Ouija. C'était bizarre puisque celle-ci semblait contrôler en fait toutes les autres entités alentour. Apparemment, aucune d'elles n'avait jamais vécu, elles étaient plutôt considérées comme des consciences libres. Elles avaient cependant toutes leur propre identité et elles étaient facilement identifiables, que ce soit par les mots qu'elles utilisaient, comme par la façon dont elles faisaient bouger la planchette. Il se justifiait cet esprit du Ouija de parler et d'empêcher les autres de le faire. Il expliquait que c'était pour les protéger de certains autres qui étaient plus dangereux. Mais les 3 amis voulaient quand même essayer de parler aux autres entités et ils voulaient vraiment, puisque là c'était des entités libres, eux c'était vraiment un souhait de rentrer en contact avec un esprit qui avait réellement vécu pour obtenir certains détails et après faire des recherches et vérifier si c'était donc un véritable esprit qui leur avait parlé, qui était donc, si vous voulez, justifiable après par des papiers, genre une date de naissance, quelque chose comme ça, des détails qui auraient pu du coup être tangible avec ce qu'ils auraient noté. Mais pour l'instant, ce n'était toujours pas le cas. À la demande d'Elliot, John et Catherine vont faire quelques tests. Mais à chaque fois, malheureusement pour eux, le résultat était le même. Quoi qu'ils fassent, que ce soit les yeux bandés, dans le noir, les entités continuaient toujours à leur parler. Cela ne changeait aucunement le fonctionnement de la planchette de Ouija. Ils pouvaient aussi changer la sélection des questions, les demander de répondre par des chiffres, des mots ou des lettres. Ils avaient toujours aussi les mêmes résultats. Mais ces résultats ou ces réponses restaient très vagues souvent. Mais toutefois, même si vagues, elles restaient cohérentes et elles correspondaient bien à une réponse aux questions posées. N'ayant pas de bons résultats avec la planche Ouija, ou du moins pas ceux qu'ils espéraient, ils vont essayer donc les EVP, puis l'écriture automatique, mais aussi le pendule. Et au final, tout ce qu'ils ont essayé les a déçus et ils décidèrent d'abandonner. Au bout de quelques semaines, le cahier donc qui servait à noter leurs conversations était complètement noir de réflexions philosophiques. Et ils commençaient un petit peu à se lasser du monologue des entités. Elliot, lui, qui depuis n'avait toujours pas oublié le fait qu'il voulait parler à un être qui avait vécu et qui était mort, va commencer à questionner ces entités à ce sujet. Et à force d'insister, ils vont lui signaler qu'il y a un esprit, mais qu'il est malfaisant. Il cherchait à communiquer avec cette âme, mais apparemment celle-ci s'y refusait. On l'appelait le Bye Bye Man. Cet esprit était celui d'un homme, et plus surprenant encore, c'était que c'était un homme encore en vie. Cela devenait fascinant pour Elliot, qui demanda alors à lui parler. Mais tout de suite, Catherine enleva son doigt de la planchette. Elle s'arrêta aussitôt de bouger. Elle avait déjà vécu des expériences inexplicables dans sa vie et elle avait été assez perturbée par celle-ci, au point qu'à un moment de sa vie, elle n'était plus capable de regarder des films d'horreur. Donc elle n'avait pas du tout envie de discuter avec ce fameux Bye Bye Man qui semblait quelque chose de sinistre. Rien que d'y penser d'ailleurs, elle en était terrifiée. Les jours suivants, elle a décidé de refuser de s'approcher du Ouija. C'est donc Elliot et John qui vont tenter d'organiser une séance, mais sans elle. Mais cela ne donna rien.
Et ils durent donc se résoudre à proposer un compromis à Catherine pour la faire revenir. Ils promettèrent à Catherine de ne pas chercher à discuter directement avec le Bye Bye Man, mais d'essayer de soutirer des informations aux autres entités, des renseignements qui seraient utiles et qui pourraient être vérifiés. Finalement, elle céda. Malheureusement, quand ils ont décidé de les interroger, aucune des entités n'a voulu vraiment répondre à leurs questions. En fait, elles se figèrent complètement dans le silence. Elles ne faisaient même plus bouger la planchette pour signaler leur présence. C'est alors que John eut une idée. Il a annoncé à l'esprit du Ouija, ou à l'esprit de la planche, qu'il en avait marre et qu'il était fatigué des conversations ennuyeuses des entités, et qu'il allait essayer d'utiliser un autre Ouija, un modèle de la Parker Brothers qu'il avait acheté dans le commerce. Pendant quelques jours, ils vont se servir de ce nouveau Ouija, donc cette nouvelle planche et cette nouvelle planchette, sans parvenir vraiment à rentrer en contact avec quoi que ce soit. Alors ils décident de reprendre l'ancienne, et finalement, quelque part, le chantage et ce qu'a fait John a marché, puisque l'esprit du Ouija va accepter de leur raconter l'histoire du Bye Bye Man. Donc voici l'histoire qu'a raconté donc l'esprit du Ouija. En 1920, à Alger, en Louisiane, un garçon était né albinos. Sa peau était blanche, tout comme ses cheveux, et ses grands yeux étaient clairs et reflétaient le ciel. Ses parents, personne n'en savait rien. Il avait été abandonné à la naissance et il avait été confié à l'orphelinat local. En grandissant, ce garçon s'était révélé très difficile. Il avait même commencé à se montrer violent. Certains enfants d'ailleurs le craignaient et d'autres le tourmentaient. Au final, il n'avait aucun ami. Il avait bien essayé de s'enfuir de l'orphelinat à plusieurs reprises, mais on l'avait toujours retrouvé et ramené. Une nuit, il a décidé de poignarder une infirmière avec une grande paire de ciseaux, et plus personne n'a jamais entendu parler de lui. Il vécut comme un vagabond, suivant les lignes de chemin de fer et sautant de train en train pour se déplacer. Il laissait libre cours à ses instincts, et c'est là qu'il commença à tuer au hasard de ses rencontres. Généralement, quand on trouvait les cadavres, ceux-ci étaient horriblement mutilés, et on en avait retrouvé dans tout le pays, ou tout du moins dans le sud. C'est alors que des rumeurs commencèrent à circuler sur un personnage albinos qui était souvent observé sur les lieux du crime, le long des voies ferrées. Il était devenu une sorte de légende, une sorte de monstre dont on chuchotait le nom, de peur qu'on l'entende. Les témoins, pour la plupart, étaient des employés de chemin de fer. Ils parlaient d'un homme, mais ils se demandaient quelque part s'il était encore humain, car il avait un visage livide, des longs cheveux blancs, et à un de ses poignets, il avait un tatouage, et dans sa main, qui était osseuse et blanchâtre, il tenait un sac en bandoulière. De plus, il était toujours habillé de la même façon. Que ce soit en été comme en hiver, il portait un grand manteau de pois et un chapeau à large bord. Malheureusement pour lui, au fil du temps, la vue du Bye Bye Man s'est détériorée, et à chaque fois que quelqu'un lui convenait ou qu'il disait son nom à haute voix, priez pour moi si vous croyez à la légende, parce que je l'ai dit pas mal de fois quand même depuis le début, eh bien alors, lui arrivait à entendre le nom qui a été prononcé. Il s'approchait alors de lui, et c'est les pensées en fait de la personne qui maintenant le guidaient comme un phare dans la nuit. Si la personne s'arrêtait de penser à lui, en fait il les perdait et il ne pouvait plus suivre son instinct et les tuer. Pour l'aider dans sa tâche d'ailleurs, il s'était fabriqué un petit compagnon. Pas des plus mignons, je vous l'accorde, puisque ce compagnon avait été fait en cousant les langues et les globes oculaires de personnes qu'il avait tuées. Il avait même réussi à lui donner vie grâce à ses connaissances en magie noire, ou peut-être en vaudou, on ne sait pas. Cet ami ou compagnon, il a décidé de l'appeler le Gloomsinger. Lorsqu'il est arrivé dans la ville où il avait été, entre guillemets, appelé, le Bye Bye Man envoyait son cher ami sur le malheureux qui avait pensé ou parlé de lui. D'ailleurs, certains ne savaient même pas d'où il connaissait ce nom et pourquoi il se le répétait sans cesse. Une fois sa proie localisée, le Gloomsinger sifflait d'une manière particulière et ainsi il prévenait son maître. Malheureusement, étant fait de langue et d'œil, la créature commençait à se détériorer assez souvent. Et donc le Bye Bye Man devait tuer sans cesse pour se procurer de nouvelles langues et de nouveaux globes oculaires pour remplacer ce qui n'était plus vraiment nécessaire sur le sac. Alors le Bye Bye Man s'est alors concentré sur tous ceux qui parlaient ou qui pensaient à lui. Dès qu'il les trouvait, il les tuait et il ajoutait les organes à un sac. Ce sac, il l'avait toujours avec lui. Il l'avait surnommé le Sack of Gore.
Une fois l'histoire racontée donc par l'esprit du Ouija, Elliot demanda à celui-ci « Où est le Bye Bye Man maintenant ?» L'esprit du Ouija lui répondit « Chicago. Il vous connaît. » Il se rapproche. Totalement horrifiée, Catherine va enlever directement ses doigts de la planchette. Elle n'en pouvait plus de toutes ces histoires. Ils ont bien essayé de la raisonner, mais aucun des mots qu'ils pouvaient utiliser ne l'a rassurée. Alors, comme elle refusait obstinément de continuer la séance, et qu'il n'avait de résultat que lorsqu'elle était là, ce qui était assez bizarre, eh bien, ils décidèrent de remettre le Ouija au grenier. On peut dire qu'après cette expérience, ils ont été vraiment très affectés. Ça leur a laissé des marques, comme on dirait, puisque après cela, toutes les nuits, ils faisaient d'abominables cauchemars qui les réveillaient. Ils étaient paniqués et en sueur, et bizarrement, c'était toujours à 3 heures du matin. Un week-end, Elliot et Catherine vont se rendre à un concert à Wausau, dans le Wisconsin. Ils marchent tranquillement le long du pont ferroviaire de l'île de Baker Stewart, plus connu sous le nom de Body Island, parce qu'on y avait retrouvé des corps de bûcherons morts. Et c'est alors qu'Elliot aperçut une tortue dans la rivière. Il était tout content. Il a décidé de descendre pour aller l'observer de plus près. Catherine, elle, le laissa partir et l'attendit tranquillement sur le pont. C'est alors qu'en son absence, elle entendit un sifflement strident. Celui-ci commençait même à se rapprocher. Tout de suite, elle a pensé au Bye Bye Man. Elle était complètement terrorisée et elle s'est mise à courir à toute vitesse pour s'enfuir à toutes jambes. Elle n'a même pas prévenu Elliot, elle est juste partie. À la nuit suivante, John dormait profondément quand soudain il a entendu des coups sourds qui ont résonné à sa porte. « Hé Jean, viens, on sort pour le petit déjeuner !» C'était une femme qui criait depuis le couloir. Bizarrement, il trouvait que cette voix ressemblait à celle de Catherine d'ailleurs. Il ouvrit ses yeux, la chambre était toujours dans le noir, donc on n'était pas le matin. Cela l'a troublé, alors il décida quand même d'aller jeter un coup d'œil rapide à l'heure qu'il était, 3 heures du matin. On est d'accord avec lui, c'était un peu tôt pour prendre un petit déjeuner. Puis, une nouvelle série de coups vont retentir sur sa porte. Et c'est là qu'il se souvient que Catherine et Elliot étaient dans le Wisconsin. Donc ça ne pouvait pas être eux et ça ne pouvait pas être Catherine qui avait parlé. Il se mit alors à paniquer. Il s'est levé précipitamment de son lit, mais il était tellement affolé qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait et qu'il s'est juste pris en fait les pieds dans ses draps et qu'il tomba complètement sur le sol, la tête tournée vers la porte. Lorsqu'il va regarder par l'interstice, il va distinguer 2 ombres, une grande et une petite. L'idée lui est venue que le Bye Bye Man était venu le chercher. Il l'avoue, il y avait pensé à de nombreuses reprises. En fait, il ne pouvait même pas s'empêcher de penser à lui. Horrifié, il a décidé de ne pas bouger. Et il a attendu. Quelques heures plus tard, lorsqu'il se réveilla, aux premières lueurs de l'aube, celle-ci d'ailleurs éclairait faiblement la pièce. Eh bien, il était toujours gisant sur son plancher, mais les ombres avaient complètement disparu. Une dizaine d'années vont s'écouler, tranquillement, sans incident notable plus que ça. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'Elliot, qui avait pour habitude de raconter son histoire à ses amis les nuits d'Halloween, va finir par attirer l'attention donc de Robert Diamond Schneck, le fameux écrivain donc qui a écrit plusieurs ouvrages qui regroupent les histoires vraies. Après la sortie du livre en 2005, l'histoire du Bye Bye Man va vite se répandre sur les forums internet. Les émissions de radio vont même en parler dans leurs programmes de fin de nuit, et les passionnés de paranormal vont commencer à s'y intéresser. Et voilà, c'était parti, le Bye Bye Man est devenu une légende urbaine, un peu comme le Slender Man. De nos jours, Catherine refuse totalement de s'exprimer sur les séances de Ouija qu'elle a effectuées avec John et Elliot. Elle ne veut même pas évoquer le Bye Bye Man. John, lui, mène une vie banale en Amérique du Nord. Elliot, qui est le seul membre du groupe qui n'a pas eu d'expérience vraiment paranormale, puisque lui s'amusait avec sa tortue pendant que Catherine entendait le sifflement, eh bien il vit à New York. Il est le fondateur de The White Cross Society, qui est une association à but non lucratif qui vient en aide aux victimes de phénomènes paranormaux. Il possède d'ailleurs toujours la fameuse vieille planche de Ouija du grenier, qui avait servi à ses fameuses séances pour parler à l'esprit de la planche ou l'esprit du Ouija. Maintenant, elle a changé de place, elle ne se situe plus dans le grenier. Il l'a tout simplement enfermée dans une cabane avec d'autres objets occultes, comme par exemple la barre à savon d'un évier hanté, un livre de magie noire et une lance maudite qu'il a acquise auprès d'un anthropologue local. Comme vous le voyez, en fait, cette histoire du Bye Bye Man, c'est un mélange en fait entre réalité et légende.
puisque les séances de Ouija ont vraiment eu lieu, ça on en est sûr. Ils ont bien eu réception d'une histoire sur le Bye Bye Man. Par contre, ce qui est moins sûr, c'est l'histoire qui leur a été racontée sur le Bye Bye Man. Robert, donc Demon Snake, a fait des recherches de son côté par rapport à cette fameuse histoire de 1920 à Alger. Or, il n'y a jamais eu d'orphelinat à Alger. Et d'ailleurs, il n'a trouvé aucune information sur un possible tueur en série qui officiait dans les voies ferrées à l'époque indiquée. Donc, sans un orphelinat et sans preuve de meurtre, l'histoire qu'on leur a racontée du moins semble être une invention. Cependant, ils se demandent qui a pu l'inventer. Est-ce que ce sont les 3 étudiants qui inconsciemment ont inventé cette histoire? Vu qu'ils réussissaient à communiquer avec quelqu'un, est-ce qu'ils ne se seraient pas tout simplement imaginé un personnage malfaisant? Mais bon, comme il n'est pas sûr, il prend quand même quelques précautions. Quand il pense à lui ou quand il parle donc du Bye Bye Man à la radio, il ne dit jamais son nom en entier, il dit seulement les initiales BBM. Il ne sait pas d'où vient ce monstre, mais il est fasciné par celui-ci. On a bien sûr cherché à expliquer ce phénomène, mais il y a eu peu de véritables explications. Comme je vous le disais, on a supposé que c'était l'inconscient collectif des 3 étudiants qui avaient créé ce Bye Bye Man et cette histoire, comme ça s'était passé avec l'esprit de Patience Worth, qui avait prétendu dicter ses livres à Pearl Curran, ou par un esprit maléfique qui espérait ainsi les vulnérabiliser pour mieux les posséder. C'était possible aussi. Ou bien il se trompe carrément et ce qui est arrivé n'a jamais été répertorié et cette histoire de Bye Bye Man existe vraiment. Même s'il pense que l'hypothèse est peu probable, elle reste parmi les hypothèses. Snake dit lui-même de cette histoire: « Je ne pense pas que ce soit très probable, car il n'y a tout simplement aucune raison réelle de l'être. Oui, il n'y a aucune raison de penser que l'histoire telle qu'elle est racontée était vraie. La principale source, Elliot, c'est la première à admettre que lorsqu'il raconte l'histoire à Halloween, il l'embellit lui-même. Il essaie d'en faire une meilleure histoire. Il va exagérer les choses. De toute façon, c'était un écrivain et maintenant quelque part un conteur, donc il est capable de faire cela et il est le premier à l'admettre. Bien que plus d'une décennie soit écoulée depuis cet événement, mais qu'aucun enregistrement n'ait été conservé de ce qui s'était dit lors des séances de Ouija, Robert Demon Snake a interviewé les directeurs et a fait de son mieux pour voir s'il y avait une part de vérité dans cette histoire. Il a fait des recherches sur les 2 parties de l'histoire, donc sur d'un côté les 3 étudiants et leurs recherches et de l'autre sur le Bye Bye Man. Comme je vous disais juste avant, il a cherché s'il y avait eu un orphelinat à Alger. Même en Louisiane, il a vérifié s'il y avait eu des meurtres non résolus à l'époque. Spécifiquement avec le fait qu'il manquait des parties au cadavre. Mais malheureusement, la question à ses réponses était non, il n'a rien trouvé qui puisse confirmer l'existence du Bye Bye Man. Snake va écrire: « Sans un orphelinat ou des preuves de meurtre, l'histoire semble être une invention. Mais qui l'a inventée et pourquoi ?» La réponse est que l'histoire du Bye Bye Man a émergé de la même manière que toutes les histoires, à travers l'imagination individuelle et collective. On ne peut pas dire qu'il y a une histoire originale du Bye Bye Man, puisqu'elle a été racontée, que ce soit par Elliot, comme vous savez qu'il l'a embellie, comme par d'autres, qui ont pu aussi changer sa version. Donc est-ce qu'il y a vraiment une version originale de trouvable de cette fameuse histoire dictée par cet esprit de la planche de Ouija? En fait, on n'en sait rien. Donc en l'absence de preuves que cela soit vrai, eh bien généralement on va plus penser de façon rationnelle, et plus simple donc, c'est que au final, toute cette histoire, c'est que les 3 étudiants donc, ont bien fait cette séance de Ouija, ont bien eu des résultats, etc. Tout ça, ça s'est bien déroulé. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ils auraient complètement inventé l'histoire du Bye Bye Man. Ils l'auraient alors raconté à Snake une décennie plus tard, comme étant une véritable histoire. Et ensuite, Snake s'en est servi pour écrire un chapitre à ce sujet, qui a ensuite été utilisé et adapté dans un film. Voilà où on en serait. Oui, je précise bien, parce qu'on ne croit pas que tout est un canular. S'ils ont vécu en 90, les essais sur la planche de Ouija, tout ça c'est vraiment passé. Les cauchemars qu'ils ont fait, etc., ça s'est vraiment passé. Tout ce qui est remis en doute, en fait, c'est l'histoire que leur aurait raconté à travers la planche ce fameux esprit du Ouija. Cette histoire du Bye Bye Man. C'est cette histoire-là dont on doute. Après avoir entendu cela, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ont-ils vraiment entendu une histoire de Bye Bye Man et que tout simplement, vu que c'était... s'il est né en 1920, ça devait être, on va dire, dans les années 40-50, est-ce que ça aurait été répertorié ou qu'on aurait passé ça sous silence et que l'histoire est vraie?
Ou vous êtes plutôt de l'hypothèse que les étudiants ont tout simplement, à force de faire des séances, tout ça, et d'attendre un résultat, ont inventé tout simplement cette histoire. Ce qui est légitime de penser, vu qu'on n'a aucune preuve, on ne peut rien affirmer et rien infirmer non plus. Moi j'avoue que là-dessus je ne sais pas. Je pense aussi, comme la plupart de ceux qui ont étudié le cas, qu'ils ont vraiment fait cette séance de Ouija, etc., qu'il s'est passé des choses bizarres, que ça les a traumatisés à vie, etc. Mais je ne pourrais en aucun cas vous affirmer que l'histoire du Bye Bye Man est réelle ou pas. Là-dessus, je vous laisse seul juge, comme dans chacune de mes vidéos d'ailleurs. Bon, et bien, comme vous avez vu, c'était largement plus long que les 4-5 minutes de la vidéo d'origine, donc j'espère que cela vous aura plu. Que vous avez eu plus d'informations donc sur cette histoire qui est un mélange de réalité et peut-être d'histoire inventée. En tout cas, vous savez comment vous faire, hein. C'est le même topo à chaque fois. Vous pouvez me mettre un petit like. Vous pouvez commenter donc pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, me dire votre avis sur le sujet, me donner d'autres sujets dont vous voulez que je parle, ou tout simplement me dire coucou, hein, aussi ça marche aussi. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous savez que c'est gratuit, donc ça ne vous coûte rien de le faire à part 30 secondes le temps d'appuyer sur le bouton s'abonner. Vérifiez que votre cloche est bien activée pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Partagez un maximum autour de vous. Vous savez que je suis toujours disponible pour parler avec vous, même si c'est en décalé. Et donc je crois que je peux fermer le grand livre de cette histoire du Bye Bye Man et en tant que gardienne de la bibliothèque, fermer les portes de celle-ci et vous dire à une prochaine vidéo.